mis des crèves du mois d'avril, des grosses crèves, a mis du café, a mis du café, a mis au postien, a mis de la justice. Notre invité est chez lui. Et donc, nous allons pouvoir, je pense, l'interviewer dans quelques instants. J'espère que vous allez bien, tous et toutes. Notre invité, c'est Jean-Louis Chalancey. Il a repris le dossier Abdallah en 2013 et ne l'a plus lâché. Jean-Louis Chalancey, avocat au barreau de Paris depuis 1980, est l'homme qui a obtenu ce que 12 années de procédure n'avaient pas réussi à produire, la libération de Georges Ibrahim Abdallah, alors que sort demain le film documentaire de Pierre Karl, consacré à la longue détention de Georges Ibrahim Abdallah et du rôle des services secrets, des Américains, des médias. Alors que le film sort demain, le 8 avril, c'est un film au poste, je vous le conseille ardemment. Eh bien, figurez-vous que le 1er avril, il y a quelques jours, mauvais poisson, la Cour de cassation a annulé la libération conditionnelle de Georges Ibrahim Abdallah, jugeant que la procédure était irrégulière, une décision qui reste théorique, puisque Georges Ibrahim Abdallah est désormais au Liban. Alors justement, on va voir comment ça se passe pour lui, vu les bombardements israéliens au Liban. L'homme de robe, donc Jean-Louis Chalancey, est convoqué au poste. Bonjour maître. Oui, bonjour. Quel bonheur de vous voir, j'allais dire en chair et en os. Ça fait tellement d'années que je vous vois de temps en temps dans les actualités télévisées à essayer de ferrailler avec la justice, et vous voici au poste. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Mais dites-moi, posez-moi les questions sur la libération de Georges et sur d'autres d'ailleurs, puisque comme vous le savez, j'ai défendu beaucoup de militants condamnés également à perpétuité qui ont tous été libérés dans le passé. Et oui, vous n'êtes pas mauvais comme avocat, hein, on peut le dire. Je vais vous faire parler juste une petite seconde de la décision de la Cour de cassation. C'est technique, mais j'ai l'impression que ça en dit long sur l'acharnement judiciaire. Donc, en gros, il est libéré en 2025, finalement, après, je crois, 41 années de détention, c'est ça ? Presque 40 ans et 10 mois. 40 ans et 10 mois, faisant de lui le plus vieux prisonnier politique d'Europe. Oui, d'Europe, puisque les seules peines plus longues pour des militants politiques, c'est aux États-Unis. Même en Israël, le plus vieux prisonnier palestinien avait fait 39 ans de prison. Très bien. Il est libéré. Il est libéré, plus exactement, il est expulsé. Hein, c'est-à-dire que la condition... Il n'est pas expulsé. Juridiquement, il n'est pas expulsé. Toute la difficulté est là. Il quitte volontairement le territoire français, accompagné de 3 policiers. Volontairement accompagné de 3 policiers. Expliquez-moi. C'était les policiers qui voulaient partir en goguette. C'est ça, si vous voulez. Mais oui, ça, c'était les policiers, si vous voulez, c'est pour, disent-ils, assurer sa protection dans l'avion libanais. Enfin, c'est n'importe quoi, mais voilà. Bon, très bien. Et alors, la Cour de cassation a décidé, a dit que sa libération, puisque c'était une libération conditionnelle, avait été accordée, n'aurait pas, n'était pas bonne, et qu'en fait, il n'aurait pas dû être libéré et expulsé de France. Je vous explique. C'est un peu compliqué, mais en un mot, il y a un texte, une loi Dati, une vieille loi Dati, qui dit que pour les condamnés à perpétuité, pour bénéficier de la libération conditionnelle, ils doivent faire une période d'1 an en semi-liberté ou en bracelet électronique, sauf s'ils ont une obligation de quitter le territoire français. Georges Abdallah est le seul militant, prisonnier condamné pour terrorisme, entre guillemets, qui n'a pas bénéficié d'une interdiction du territoire, puisque c'est un vieux texte pour lequel il a été condamné. Il n'y a plus aucun prisonnier condamné pour les mêmes faits qui n'a pas une interdiction du territoire français. Donc, ils prennent ces arguties pour refuser sa libération en disant il n'a pas fait 1 an de semi-liberté ou de bracelet électronique en France. Ce que, d'une part, il ne veut pas faire et que, surtout, le gouvernement ne veut pas, puisque leur grande angoisse en juillet, c'est qu'il reste même 2 heures libres sur le territoire français. Donc, évidemment, c'est une hypocrisie totale, c'est un formalisme, surtout qu'il renvoie devant une autre cour d'appel, autrement composée,
c'est pas définitif, si vous voulez, il y aura une audience. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque les bombes américaines font des morts au Liban, en Palestine et ailleurs, la Cour de cassation trouve rien de mieux en pleine guerre de dire il doit pas être libéré, ce qui est une argutie complètement stupide et qui n'a pas vraiment de conséquences juridiques dans la mesure où il n'y a pas de convention d'extradition pour les nationaux entre le Liban et la France. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce. Elle dure 1 minute 29. L'affaire Abdallah de l'ami Pierre Carl, ça sort partout en France dans quelques salles demain, mercredi 8 avril. Ah. Effectivement, c'est un cas unique. Hein. Natacha, tu es à Paris ? Donc il n'y a aucun chef d'inculpation sérieux contre Abdallah. Aucun des chefs d'inculpation retenus contre lui n'est sérieux. Il est en prison pour les actions en 1982, mais pas pour les attentats terroristes de 1986. Et en fait, après, on a appris que c'était plutôt des attentats qui étaient organisés par des forces pro-iraniennes. Georges Ibrahim Abdallah, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et comment ne pas se poser des questions Vous n'avez jamais douté de ce que la police disait? Mais si, bien sûr. Oula, on a écrit des bêtises quand même. Hein. En règle générale, au bout de 15 ans, on peut demander une libération conditionnelle. Il y a plusieurs demandes à niveau de libération, toutes rejetées. Toutes rejetées. Les Américains voient en Abdallah un terroriste extrêmement dangereux. We don't think he should be released. Un pouvoir politique extérieur qui impose ses vues. Mais la France est un pays indépendant. Ah bah oui. Abdallah. Georges Abdallah. C'est la 13e manifestation devant sa prison. On espère que c'est la dernière. Une pensée pour Georges Ibrahim Abdallah. Voilà, c'est du Pierre Carl pur-jus avec le rôle des médias. Je vois que dans le chat, on s'en prend à Edoui Plenel. Il en est question dans le film. Edoui Plenel était venu au poste et s'en était expliqué. Mais d'abord, Maître Chalancé, peut-on reprendre au tout début pour cette affaire, en quelques mots? Comme si c'était la première fois que vous la racontiez, voyez? Au tout début, écoutez, il a été arrêté pour détention de faux papiers à Lyon. Ensuite, de façon inopportune, on a découvert des armes qui ont servi à l'assassinat de diplomates israéliens et américains. On lui a attribué non pas les meurtres, puisqu'il a été condamné pour complicité. Et ensuite, on lui a fourni, il avait un avocat qui travaillait pour les services de police, son premier avocat. Ensuite, il a désigné Jacques Vergès, qui a défendu avec Mazurier, l'avocat des services secrets, Abdallah. Les preuves ont été apportées par les États-Unis par l'intermédiaire de l'avocat qu'ils avaient choisi, George Kejman. La CIA et le FBI ont produit les preuves au procès. Et il y a eu des pressions américaines tout au long de la procédure pour qu'il soit condamné à perpétuité. Et alors que le procureur avait demandé 10 ans de prison, il a été condamné à perpétuité. Et à l'époque, il n'y avait pas d'appel possible devant une cour d'assises. Et ensuite, des demandes, depuis 1999, il est libérable. De nombreuses demandes, environ 10, ont été présentées. Lui, la première a été acceptée, mais sur appel du procureur, la Cour de Pau a infirmé. Et ensuite, réforme judiciaire, c'est centralisé à Paris par les juges antiterroristes qui sont évidemment plus malléables que les juridictions régionales. Et un refus total parce qu'il n'y a pas de repentir, parce que ses idées n'avaient pas changé. Et juridiquement, parce qu'il n'y avait pas d'arrêté d'expulsion de la part du ministre de l'Intérieur, qui, même lorsque le tribunal a estimé qu'il devait être libéré, Manuel Valls a refusé, avec l'accord de François Hollande, on le voit très bien dans le film, Hollande, finalement, a l'honnêteté... On verra l'extrait tout à l'heure, parce que Pierre m'a fourni 3 extraits, donc on regardera l'extrait avec François Hollande et Manuel Valls. Et Hollande, effectivement, dit qu'il y a des pressions extérieures américaines qui ont été permanentes. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai plaidé, ou l'avant-dernière fois, il y avait encore une lettre du gouvernement des États-Unis d'Amérique transmise par leur avocat au juge en disant « ne le libérez pas ». Donc ça, c'est des pressions, effectivement, et la lâcheté des dirigeants français qui ont toujours refusé de froisser les intérêts américains et israéliens. Alors, vous n'avez pas parlé de la fraction armée révolutionnaire libanaise. Ah oui. Donc ça, c'est quand même important. Georges,
Ibrahim Abdallah. Des fractions armées révolutionnaires libanaises. Georges est un militant libanais marxiste d'origine chrétienne. Je vous parle de ça parce qu'on a dit à une époque qu'il s'était converti à l'islam, ce qui est vraiment totalement ridicule, pour rejoindre les islamistes. C'est pour ça que je vous ai demandé comment on doit l'appeler. Est-ce qu'on doit l'appeler Georges ou est-ce qu'on doit l'appeler Ibrahim? Parce qu'évidemment, ça n'a pas... Son prénom, c'est ça. Qui l'utilise, c'est Georges. D'accord. Voilà, personne ne l'appelle Ibrahim, si vous voulez. Tout le monde l'appelle Georges. Très bien. Voilà. Et donc, il a été blessé lorsqu'il s'est opposé à la première invasion israélienne du Liban en 1978. Il a rejoint les rangs du FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine, seule organisation aujourd'hui marxiste de résistance à l'occupation. Et ensuite, son organisation, dont il était membre, a décidé de porter la résistance à la suite de l'invasion israélienne appuyée par les Américains, de porter la résistance à cette occupation à l'extérieur du Liban, c'est-à-dire en Europe, contre les intérêts américains et israéliens. C'est exactement les termes que j'ai évoqués devant toutes les juridictions, qui me regardent toujours avec des yeux ronds. Si vous voulez, lorsqu'on parle de résistance, pour eux, à partir du moment où il y a emploi des armes de la part d'une opposition, c'est plus de la résistance, c'est du terrorisme. Et c'est pour ça que j'ai rappelé, et c'est ce que je dis à Georges d'ailleurs dans le film, la citation de Gaulle qui dit bien qu'il s'agit d'une résistance du peuple palestinien et des Libanais à l'occupation. En 1982, les FARL, dont il est, alors il est considéré comme un des chefs. Peut-être que vous contestez ça. Les FARL, c'est un tout petit groupe. Donc on est vite chef. On n'a jamais dénombré plus de 15 militants, si vous voulez. Oui, d'accord. Un des dirigeants, oui, il était un des dirigeants des FARL. Voilà. Donc, ce sont eux qui ont revendiqué l'assassinat du lieutenant-colonel Charles Ray, attaché militaire américain à Paris, et de Yaakov Barsimantov, diplomate israélien, membre du Mossad. Lui, il n'est pas, vous venez de le rappeler, il n'est pas condamné pour ses morts, mais pour complicité. Néanmoins, et c'est son droit, il va toujours s'associer en fait à ces actes-là. C'est-à-dire que lui, il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de dénonciation des petits copains, etc. On est bien d'accord. Tout à fait. Il estime que ces actes sont légitimes dans le cadre de la résistance. Voilà. Et le 24 octobre 84, il est arrêté et il est emprisonné. C'est à partir de là que démarre ce qu'on pourrait appeler l'affaire Abdallah, qui est retracée par le film. Le chat nous dit, tiens, le nom de Mitterrand ne sort pas. Non, si vous voulez, parce qu'à l'époque, c'était la cohabitation, quand il a été arrêté, en tout cas quand il a été condamné, et donc c'est les ministres Pasqua et Pandro qui sont responsables du mensonge d'État qui a consisté à dire que c'était la famille Abdallah et Abdallah qui était responsable des attentats de 1986. Alors ça, c'est très important, mais il faut quand même rappeler. En 1986, Paris est dans le sang. Il y a une vague d'attentats absolument incroyable, des attentats toutes les semaines. On est d'accord, hein? Oui, tout à fait. Et rue de Rennes, Tati, oui. Rue de Rennes, Tati, voilà, pour ceux qui se souviendraient de ça. Lui, il est en prison, mais en fait, il va y avoir un tour de passe-passe où on va dire, il est lié à ces attentats. C'est ça? Par ses frères. C'est-à-dire que Pasqua et Pandro, qui l'ont reconnu après en disant on n'a aucune piste, donc on a laissé faire en disant que c'était, on a induit que ça pouvait être la famille Abdallah, donc les frères Abdallah, qui avaient pris un avion privé pour faire Beyrouth via Vienne, qui en 24 heures pouvait être au Liban dans la montagne, faire l'attentat et revenir. Enfin, des choses tout à fait délirantes qui aujourd'hui, on sait que c'est faux, puisque d'abord on a arrêté celui qui a posé la bombe de la rue de Rennes, qui n'a rien à voir avec la famille Abdallah, ni avec un militant révolutionnaire. Il s'agit a priori, à la demande de l'Iran, ou d'un attentat fait par des islamistes. Et voilà. Donc il y a un mensonge d'État propagé et repris notamment par Le Monde, et tous les autres journaux, pensant que l'information du Monde était valable, ont repris en chœur sans aucune vérification, ce qui fait que ça fait les premières pages des journaux, l'affaire Abdallah, comment se débarrasser d'Abdallah, responsable des attentats, etc. Voilà, et donc là, évidemment, ça fait le sel de l'ami Pierre Carl, qui passe une bonne partie de son film à rappeler l'implication plus ou moins volontaire des journalistes. Certains reconnaissent s'être trompés, comme Véronique Brocard de Libération, qu'on a vu dans la bande-annonce. D'autres, comme Hervé Brusini,
qui veulent pas tout à fait reconnaître, qui disent bah oui on s'est interrogé, mais enfin bon voilà. Ça en dit long quand même sur le monde médiatique. Quel regard vous portez vous là-dessus par rapport à cette affaire? Est-ce qu'on ne prête pas un peu trop de pouvoir au monde médiatique, par exemple? Le pouvoir, finalement, c'est simplement qu'ils ne reprennent pas les informations et qu'en France, si vous voulez, la plupart des journaux appartiennent à des vendeurs d'armes, enfin à une époque ou une autre, si vous voulez. Donc, ou à des intérêts privés qui sont les ennemis idéologiques de ce que peut être un Georges Abdallah. Donc, évidemment, ils se sont jetés sur l'occasion pour dire, voilà, on a une piste sans aucune vérification, si vous voulez. Et c'est un tel délire lorsqu'on voit ce qui est très bien retranscrit dans le film, c'est les documents d'archives de comment les frères Abdallah ont pu faire les attentats en quelques heures et revenir au Liban, c'est totalement délirant. Et d'ailleurs, ce qui est passé sous silence aussi, c'est le rôle de Pandro et Pasqua, qui certes ont reconnu, mais Pandro a même dit un jour au directeur de la CIA, vous voulez abattre Abdallah, il n'y a aucun souci, si vous voulez on le libère et on vous dit où il est. Pour vous dire un peu l'état d'esprit de ces sous-ministres ou ministres de l'Intérieur de l'époque. C'est pour ça que Mitterrand n'apparaît pas, parce que finalement, au moment de la condamnation, il est certes président, mais lorsqu'il y a les premières demandes de libération, évidemment, il n'est plus président. Mais vous qui défendez, on l'a dit, de longue date des prisonniers politiques, des militants de lutte armée, vous avez défendu Action Directe, par exemple. Oui. On a quand même, au début des années 80, ce qu'on appelait la doctrine Mitterrand, c'est-à-dire un regard... pour le coup politique sur ces agissements en disant ça n'est pas que délictuel, ça n'est pas que criminel, il y a une charge politique, on peut discuter de choses et d'autres, ce qui est aujourd'hui tout à fait inaudible, mais en fait quand on regarde l'affaire Abdallah, on a l'impression que pour lui ça ne marchait pas cette histoire-là. Non, alors ça fait longtemps que ça ne marche pas, non seulement pour lui, mais même pour les autres, si vous voulez. Oui. Mitterrand, il a fait une loi d'amnistie en 80 extrêmement généreuse qui fait qu'aucun militant, même ceux poursuivis pour des actes dits de sang, n'est resté en prison. Tout le monde a été libéré en 1981. Bon, ça c'est extrêmement clair. De même, en ce qui concerne les militants italiens, dont certains que j'ai défendus, à l'époque de Mitterrand, il n'y avait pas d'extradition. Et l'extradition ont commencé à se poser avec Sarkozy, bien sûr, et même avec Chirac. Et sous Macron, c'était encore pire, puisque Macron, lui, il a même estimé il y a 2 ans, lorsqu'on est revenu sur des vieilles affaires pour qu'il y ait une extradition, qu'il fallait bien trouver une solution après les décisions de la Cour d'appel pour qu'il retourne en Italie. C'est-à-dire que lui, il est prêt à violer tout droit, si vous voulez, pour simplement plaire aux dirigeants italiens. Bon, quoi qu'il en soit, pour Georges Abdallah, c'est vrai que je me suis heurté à une difficulté, parce que finalement, pour les militants d'Action Directe, ils ont été libérés, condamnés exactement aux mêmes peines, perpétuité pour des faits d'assassinat ou de complicité. Ils ont été libérés à 22, 23, 24 ou 25 années, selon les cas. Pour Georges Ibrahim Abdallah, quand j'ai pris sa défense après le décès de Jacques Vergès, je pensais vraiment que ça serait un petit peu pareil. Et là, je me suis heurté à ce que je n'avais pas tout de suite appréhendé, à savoir que c'était un terroriste arabe pour les juges. Alors, qu'il soit chrétien, marxiste, ça atténue un petit peu les choses, mais pas tant que ça. Il est arabe et il est terroriste pour eux. Et il voulait absolument pas prendre la responsabilité de libérer ce qu'ils appellent un terroriste. Alors, ils l'ont fait pour Action Directe, mais pour Action Directe, si vous voulez, on avait des partis civils qui étaient la famille de Georges Besse ou la famille du général Audran, qui étaient beaucoup moins acharnés et qui ne s'opposaient pas vraiment aux libérations, à la différence d'un État comme les États-Unis. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.